Avant, arrière, et pointeur. ça théoriquement pointeur, mais Ok, marche pas toujours. d'accord. Bon, bonjour à tous. Donc tout d'abord, je tenais à remercier l'organisateur de m'avoir invité et de me laisser l'opportunité de venir vous exposer tout un tas de choses sur l'entraînement du cheval d'une manière générale. J'ai vraiment axé les présentations entraînement et le bien-être étant sous-jacent, puisque si on entraîne correctement, bien évidemment, ça va améliorer le bien-être de l'animal. Alors c'est une présentation qui est, le titre un petit peu moche en fait, mais ça dit bien ce que ça veut dire, je pense. Et l'idée, c'est vraiment de vous présenter les fondamentaux de ce qu'on connaît actuellement sur la physiologie de l'entraînement, sachant que il y a encore beaucoup d'inconnus sur le sujet. Si vous tapez dans un moteur de recherche bibliographique entraînement cheval, finalement, vous verrez qu'il n'y a pas tant de choses que ça, et surtout des études récentes, ça reste relativement limité. Bon, je vais commencer très rapidement par des définitions. Vous voyez, je ne suis pas allée chercher très loin. J'ai pris la première qui sort dans un moteur de recherche. Donc, l'entraînement sportif, c'est l'ensemble des méthodes, des exercices physiques qui visent à l'entretien, l'amélioration des performances sportives, aussi bien chez le sportif amateur que chez le sportif professionnel. Donc, on ne va pas se limiter au sport de haut niveau, bien évidemment. Ça concerne tout le monde, tous les sportifs. Et donc, dans l'entraînement, il y a un certain nombre de choses qui sont la préparation physique, technique, tactique et mentale. Alors, vous avez une déclinaison qui a été donnée par Patrick Gallou, qui est un grand cavalier à Saumur et qui travaille beaucoup sur l'entraînement des chevaux, en particulier les chevaux de complet. Et donc, pour lui, l'entraînement, donc cette fois-ci du couple cavalier-cheval, c'est ce qui permet bien sûr de réaliser une meilleure performance. Donc là, on va se situer plus dans le domaine sportif et professionnel, en améliorant ses capacités physiques, physiologiques, techniques et tactiques. Voilà. Et bien sûr, le but, c'est de préparer aux sollicitations de la compétition. Alors, vous voyez que ce qui ressort, bien évidemment, c'est la préparation physique, la préparation technique, la physiologie, mais il y a aussi la préparation mentale. Et donc, c'est là qu'on va se situer dans le volet bien-être. C'est quelque chose qui était assez peu, voire très peu étudié chez le cheval, même si ça commence à être un petit peu plus étudié. Bon, la tactique, je l'ai laissée côté cavalier, donc je ne vous en parlerai pas. Je vais vous faire quelques petits rappels de la physiologie de l'effort, parce que c'est très difficile de parler de l'entraînement sans parler de l'effort au départ. Donc, comme je ne sais pas quelles sont vos connaissances sur le sujet, c'est probablement très hétérogène. Donc bien évidemment, quand on va entraîner un cheval, l'effort qu'on va demander au cheval, c'est un effort locomoteur. Donc pour ça, on a besoin de contraction musculaire. Cette contraction musculaire, elle va faire appel bien évidemment à des substrats. Le premier étant l'oxygène qui est amené par la respiration, et puis des métabolites, des substrats énergétiques qui sont apportés, qui sont puisés soit dans les réserves, soit apportés par l'alimentation et dans différents organes. C'est bien sûr le cœur qui est au centre de tout ça pour faire circuler à la fois l'oxygène et les métabolites. Et puis, malheureusement, l'effort musculaire est quelque chose de très très peu productif, puisque on considère qu'il y a 3/4 de l'énergie musculaire qui en fait est dissipée sous forme de chaleur, le reste étant générant de la contraction musculaire. Et donc, le cheval va être obligé d'éliminer cette chaleur. Donc ça, c'est une constante, quelle que soit la discipline, en fait, on va avoir affaire à ces mécanismes-là. Donc vous voyez que ça fait intervenir l'ensemble du corps du cheval. Et puis bien évidemment, au bout de chaîne, il y a l'élimination de déchets, soit par l'urine, soit par les crottins. Alors, l'effort, il va se manifester bien évidemment sous la forme d'une certaine distance qui est parcourue. C'est ce que vous avez. Alors, le pointeur ne marche pas très très bien. Je vais essayer de vous le mettre autrement. Voilà. Est-ce qu'il veut bien fonctionner comme ça? Hop. Voilà. Donc vous avez ici la distance qui est parcourue, vous avez ici la vitesse, et donc on sait que chez le cheval, il y a 3 métabolismes qui sont utilisés en fonction de la vitesse et de la distance qui est parcourue. Donc ça va varier bien sûr en fonction de la discipline. Le premier métabolisme qui est utilisé, c'est le métabolisme anaérobie alactique. Alors comme son nom l'indique, c'est un métabolisme
qui ne fait pas appel à l'oxygène directement et qui ne produit pas d'acide lactique. Vous allez me dire, c'est génial. Oui, sauf qu'il ne permet pas d'aller très loin. Hein. C'est le métabolisme de la fuite. Hein. C'est celui qui permet au cheval dans la nature de s'échapper très très rapidement. C'est celui qui permet aussi de démarrer l'exercice. C'est typiquement celui du quarter horse. Hein. C'est celui qui permet de faire un quart de mille. Donc on ne va pas très très loin avec ça. Donc ce n'est pas celui qui va nous intéresser dans le cadre de l'entraînement. Le deuxième, c'est celui qui est dessiné en bleu sur la courbe, c'est le métabolisme anaérobie lactique, donc qui n'utilise pas directement d'oxygène et qui produit de l'acide lactique. L'intérêt, c'est qu'il permet d'aller très vite, c'est typiquement le métabolisme du cheval de course, hein, le métabolisme du sprint aussi. Il fait appel essentiellement aux glucides, mais bien sûr, l'effet néfaste, c'est l'acide lactique. Donc ce métabolisme-là, eh bien, il a une durée d'action qui reste relativement courte, hein, c'est celui d'une course, donc quelques milliers de mètres grand maximum. Et donc le métabolisme qui va être le plus utilisé dans la majorité des activités sportives avec le cheval, eh bien c'est le troisième, c'est le métabolisme aérobie. C'est celui qui permet un effort de longue durée. Il utilise l'oxygène, il utilise des glucides, mais pour aller très très loin, il va aussi utiliser des acides gras, hein, donc un autre substrat. Et le gros avantage, c'est qu'il ne provoque pas d'acide lactique. Alors bien sûr, selon les situations, hein, l'intérêt qu'on va avoir, c'est de développer le passage de l'un à l'autre. Hein, et on sait que celui-là, il génère de l'acide lactique, mais si on repasse en aérobie, eh bien, l'organisme va être capable de recycler l'acide lactique. Et un des objectifs de l'entraînement, eh bien, c'est de passer de l'un à l'autre pour faire durer l'effort dans de bonnes conditions pour le cheval le plus longtemps possible, le plus efficacement possible. Alors, ce petit schéma, il peut faire très très peur au départ. Je vais juste vous expliquer très rapidement ce que c'est. Hein, ici, vous avez l'encéphale, vous avez le cerveau, vous avez la moelle épinière. Et donc, ce qui est représenté ici, c'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome ou le système neurovégétatif. C'est le système qu'on ne contrôle pas qui fait fonctionner les viscères. Il est formé de deux parties. Il y a le système parasympathique. Le système parasympathique, c'est le système du confort. Là, en ce moment, vous êtes tranquillement assis sur votre chaise, hein, vous ne faites pas beaucoup d'efforts. C'est votre système parasympathique qui fonctionne à plein. C'est le système qui permet la digestion, qui permet le métabolisme, le stockage des nutriments. Et puis, vous avez le deuxième système qui est le système sympathique ou orthosympathique qui, lui, est typiquement le système de l'effort et du stress, les deux étant associés. Donc, c'est le système qui va gérer la fuite. Et vous voyez les petites flèches, hein, c'est les effets sur les organes. Et donc, il y a plein d'organes. Hein. Il y a l'œil, il y a les glandes salivaires, il y a les glandes sudoripares, il y a le cœur, il y a l'appareil respiratoire, le foie, le rein, le tube digestif. Et vous voyez que ces deux systèmes, ils ont un effet qui est complètement opposé. C'est-à-dire que quand on fait fonctionner le cheval en effort, eh bien, on va diminuer le tonus parasympathique et augmenter le tonus sympathique. Et ça, on va pouvoir jouer là-dessus avec l'entraînement aussi. Et on voit que l'entraînement, eh bien, il va jouer sur l'ensemble des systèmes. Et donc, ça va expliquer la suite de ce que je vais vous présenter. Eh bien, à savoir que quand je vais vous parler de l'entraînement, je vais vous parler bien évidemment des effets sur l'appareil locomoteur, d'accord, des effets aussi sur le système viscéral. Alors, bien sûr, on va tout de suite penser au cœur quand on pense entraînement, mais il n'y a pas que le cœur, il y a aussi tous les autres organes à côté qui vont participer à l'entraînement. Et puis, enfin, ça a déjà été un petit peu abordé dans la présentation précédente, je vais vous parler des effets sur le système nerveux. Voilà, donc on va commencer par les effets sur l'appareil locomoteur. Alors, on va commencer par les adaptations ostéo-articulaires, et puis on verra après les adaptations musculaires. Alors, c'est des éléments qui ont été bien documentés chez les chevaux de course, et puis ça commence à être un petit peu documenté chez les chevaux de sport. Alors, par exemple, je vous ai mis cette étude qui a été réalisée sur
sur des chevaux de différents niveaux. C'est dans une université, ils ont récupéré sur des chevaux qui étaient décédés pour différentes raisons. Ils ont récupéré les os du jarret ici, et puis ils ont été regarder l'épaisseur de l'os en fonction de l'activité du cheval au moment du décès. Et donc ce qu'on voit, c'est que les chevaux qui avaient une activité qui était très très limitée, les chevaux qui faisaient uniquement du tapis roulant ou qui allaient uniquement au marcheur, eh bien ils ont une épaisseur d'os qui est bien inférieure aux chevaux qui ont une activité physique. Voilà. Donc tout ça, ça nous met en évidence que l'entraînement va introduire des processus de remodelage osseux qui vont entraîner une augmentation de la densité osseuse, un alignement des fibres de collagène, qui sont un des constituants de l'os, qui va faire que l'os va devenir plus solide, plus résistant. Donc c'est une adaptation aux contraintes biomécaniques de l'effort qu'on va demander au cheval. Et donc cet alignement, il se fait bien sûr en fonction de l'activité dans laquelle on va entraîner le cheval. Voilà, ça c'est une autre étude. Cette fois-ci, ils se sont intéressés à l'os canon et puis ils ont regardé dans différents types de chevaux. Donc vous avez ici un cheval qui n'est pas entraîné et puis ici des chevaux qui sont entraînés. Vous voyez tout de suite l'épaisseur de la corticale osseuse qui est totalement différente. Ici, c'est l'os qui est vu au microscope. On voit que sur un cheval qui n'est pas du tout entraîné, on a des larges géodes à l'intérieur de l'os. Sur un cheval qui est entraîné, eh bien, on a une diminution de la taille de ces géodes, un os qui est beaucoup plus dense, donc beaucoup plus solide. Un cheval qui a été entraîné et qui est mis au repos, vous voyez qu'on a une situation intermédiaire, on a une réapparition de ces géodes à l'intérieur. Et puis, on a un quatrième stade, qui est un stade où vous voyez qu'on a des micro-fractures qui interviennent à l'intérieur de l'os. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous explique? Ça nous montre que lorsque les capacités de l'os sont dépassées, qu'on a appliqué des contraintes qui sont trop importantes, eh bien, on a des risques de fracture au niveau de l'os. Donc, ça à garder aussi en mémoire, c'est que l'entraînement, c'est nécessaire pour adapter l'organisme, mais si on entraîne trop, ça devient dangereux. Alors, il y a différentes études dans différentes disciplines qui ont montré que globalement, il y a une étude qui fait la synthèse de tous ces travaux-là, il faut compter au moins 16 semaines pour que l'os soit adapté aux contraintes de la discipline. C'est vraiment un minimum, c'est relativement rapide et justement, c'est beaucoup plus rapide que pour d'autres tissus, on en parlera après. Donc attention aux tendons. L'exemple classique, vous prenez les galopeurs, on les entraîne pendant quelques mois, et puis à 2 ans et demi, 3 ans, ils font leur première course, et puis là, ils vont se faire une tendinite. L'os, il était adapté, mais pas les tendons. Voilà. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a une adaptation qui au départ est très rapide et puis qui atteint un plateau. Et le fait de laisser un petit temps de récupération et de reprendre l'entraînement, on va avoir un effet rebond et on va retrouver cette augmentation qui est rapide. Et donc ça, on va le retrouver après dans la suite de cette présentation et dans la suivante. C'est que c'est nécessaire de laisser des temps de repos pour bénéficier de ces adaptations de l'organisme et profiter de cet effet rebond. Voilà. Donc chez un cheval qui a déjà suivi un cycle d'entraînement, on a cette diminution de la densité osseuse, mais on a une reprise et donc on considère qu'il faut un petit peu moins de temps pour retrouver la même solidité qu'on avait avant à la fin du premier cycle d'entraînement. Il faut entre 8 et 12 semaines. Et ça, c'est quelque chose qui est différent de ce qui existe chez le sportif humain. Si jamais vous avez envie d'aller voir ce qui se fait chez l'homme, il y a beaucoup plus d'études. Le cheval, c'est pas un athlète humain. Il y a des choses qui sont différentes. Il conserve beaucoup de ce qui a été acquis par l'entraînement. Et ça, c'est intéressant, on le verra dans le travail d'une saison sur l'autre. Voilà, donc considérez qu'on a quand même une perte de substance dès 8 jours de repos, donc pas reprendre trop vite non plus, sinon on a des risques de blessures. Alors, en ce qui concerne le muscle, là encore des petits rappels sur la constitution du muscle. On sait que le muscle il est constitué de différents types de fibres, des fibres de type 1, des fibres de type 2. Les fibres de type 1, c'est les fibres qui sont lentes, qui sont peu nombreuses. Le gros intérêt, c'est qu'elles fonctionnent en métabolisme aérobie
très essentiellement, et donc elles peuvent fonctionner pendant plusieurs heures. À l'opposé, les fibres de type 2, c'est des fibres de type anaérobie. Donc, on va retrouver ici nos deux métabolismes anaérobie, lactique et alactique. C'est les fibres qui sont les plus fréquentes, les plus nombreuses chez le cheval. On est sur une espèce qui, à la base, est adaptée à la fuite, donc avec des fibres qui sont rapides, mais qui permettent un exercice de courte durée. Ces fibres, elles se fatiguent en quelques minutes et elles utilisent les glucides comme source comme métabolite. Voilà. Eh bien, on sait que l'entraînement va permettre la conversion des fibres musculaires, et en particulier, nous, ce qu'on recherche dans la majorité des sports équestres, eh bien, ça va être de passer des fibres anaérobie vers les fibres aérobies. Donc on a des passages des fibres 2X, alors en fait elles ont changé de nom au cours du temps, hein. C'est les mêmes, c'est simplement que les scientifiques ils n'aiment pas garder les mêmes choses. Donc on passe de celle-ci vers celle-ci, puis vers celle-ci. Alors c'est pas un changement de toutes les fibres musculaires bien évidemment, mais c'est intéressant et ça s'obtient grâce à l'entraînement. Alors ça se fait pas en 5 minutes. Alors maintenant on est même allé plus loin, hein. On est allé jusqu'à l'échelle de l'activation des gènes et on sait que simplement l'exercice, il active à l'intérieur du muscle plus de 3000 gènes et l'entraînement, il en active 3400. Donc il y en a une bonne partie qui sont les mêmes, hein. Il y en a plus de 2500 qui sont les mêmes entre les deux. Il y en a quelques-uns qui sont un petit peu différents. Et c'est ça qui va permettre l'adaptation des fibres musculaires. Et si on va regarder à l'intérieur des fibres musculaires, hein, vous savez qu'on a des petits organites qui s'appellent les mitochondries. Ces organites-là, c'est des petites centrales énergétiques à l'intérieur du muscle. C'est ce qui va permettre la fabrication de l'ATP, hein, cette molécule qui sert à l'énergie du muscle. Alors ici, vous avez la membrane d'une mitochondrie. On sait que dans la membrane de la mitochondrie, on a un certain nombre de complexes qui vont utiliser de l'oxygène pour aboutir à toute une chaîne de réactions métaboliques pour la fabrication de l'ATP. Et il y a une dizaine d'années, on a suivi des chevaux d'endurance depuis le début de saison, quand ils reprennent le travail, et on a regardé ce qui se passait, on a fait des microbiopsies musculaires, on a pris ces petits bouts de muscles, on les a mis dans un appareil qui permet de mesurer le flux d'oxygène qui est utilisé par les différents complexes de la mitochondrie. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est ce qu'on appelle la respiration mitochondriale. Et on voit que entre avant l'entraînement et après l'entraînement en rouge, eh bien pour chacun des différents complexes, on a une augmentation de la respiration mitochondriale sur ces donc, deux mois d'entraînement. Et puis, on a fait la même chose après une course de 120 km. On s'aperçoit que la capacité du muscle est très diminuée, hein, en partie parce qu'il y a un épuisement probablement à l'intérieur des muscles. Donc, on sait que l'entraînement en endurance, hein, ça augmente le nombre de mitochondries, ça augmente donc la capacité aérobie, la capacité oxydative, et ça augmente aussi les réserves de substrat à l'intérieur du muscle. Donc, on va avoir une activité musculaire qui est beaucoup plus efficace. Maintenant, si on regarde ce qui se passe sur l'entraînement en puissance et en résistance, donc ça c'est l'entraînement qui est très très rapide, et bien là aussi il y a des changements. C'est-à-dire qu'on va faire appel cette fois-ci au métabolisme anaérobie, et donc celui qui produit des lactates. Et bien avec ce type d'entraînement, eh bien on va entraîner le muscle à dégrader plus rapidement des lactates et à mieux supporter l'augmentation du pH qui est lié à l'acide lactique et à l'accumulation des ions H+ à l'intérieur du muscle. Ce type d'entraînement nécessite de dépasser le seuil anaérobie. Il faut vraiment passer à une vitesse qui est suffisante pour produire des lactates et déclencher ce recyclage. Voilà, donc si on met ça sur notre petit schéma de tout à l'heure, eh bien, en fonction des entraînements qu'on va mettre en place, l'entraînement en endurance, eh bien, on va développer les capacités aérobies ici. L'entraînement en résistance, on va développer les capacités anaérobies. Et avec cet entraînement en résistance, eh bien, on va faire que le cheval va être capable d'aller plus vite en aérobie.
Enfin, pour terminer avec l'appareil locomoteur, on a l'adaptation des tendons. Alors, il y a très peu d'études sur le sujet, et en plus, elles donnent des résultats un petit peu variables selon les tendons qui sont étudiés, selon la discipline. Il a été montré que l'entraînement augmentait la taille du tendon fléchisseur superficiel, sans lésion bien évidemment, qu'il y avait aussi une augmentation de la taille des fibres de collagène à l'intérieur du tendon et une diminution de l'espace entre les fibres. Donc c'est un petit peu le même phénomène qu'à l'intérieur de l'os. Donc on a une augmentation de la solidité du tendon. C'est extrêmement lent. La synthèse des différentes études là montre qu'ils font à peu près 18 mois pour avoir un tendon qui est complètement adapté aux contraintes. Alors vous voyez, si on met ça à l'échelle d'une carrière de cheval de course, 18 mois, elle est quasiment déjà terminée sa carrière. Bon, à l'échelle d'un cheval de sport, c'est beaucoup plus cohérent, bien évidemment, bon, avec les contraintes quand même qui augmentent au cours de la carrière. Voilà, donc ce schéma un petit peu synthétique, il est issu d'une étude qui est très très récente, qui est chez les galopeurs, où ils ont comparé le travail qui avait été fait dans les 4 semaines qui précédaient un accident, alors que ce soit un problème de tendon, un problème osseux, un problème ligamentaire, et puis ils ont comparé à une population contrôle, et ils ont montré que, d'une part, en fonction du travail qui avait été effectué, on n'avait pas les mêmes tissus qui étaient lésés. Donc les différentes couleurs, ça correspond aux différents tissus. Voilà. Et puis les 2 courbes, elles vous montrent le type d'entraînement qui avait été effectué précédemment. Ici, un entraînement qui n'était pas très rapide, pour des galopeurs, bien évidemment. Et ici, un entraînement qui était plus rapide. Et donc, vous voyez que plus le travail lent augmente, et moins on a de risque de blessure. Alors, avec un pic quand même qui intervient aux alentours d'une dizaine de semaines d'entraînement. Voilà. Donc, ça termine cette partie sur l'appareil locomoteur. On va passer maintenant aux effets de l'entraînement sur le système viscéral. Donc, en commençant par le cœur, je pense que c'est ce qui est connu de la plupart d'entre vous. Ici, c'est une étude qu'on a menée sur des chevaux d'endurance. On a effectué des échographies du cœur sur une centaine de chevaux de 4 ans, 5 ans et 6 ans. Et on a regardé à la fois l'épaisseur des parois, l'intérieur du cœur. Et donc, ce que cette étude met en évidence, c'est qu'on a une augmentation de l'épaisseur de la paroi du ventricule gauche entre les 4 ans et les 5 ans, et entre les 4 ans et les 6 ans. Le ventricule gauche, je vous rappelle, c'est celui qui éjecte le sang vers l'essentiel de l'organisme. Le ventricule droit, lui, il envoie le sang uniquement dans les poumons. Voilà. On retrouve aussi une augmentation de la taille des cavités cardiaques et une augmentation de la contractilité du cœur. En fait, ce phénomène, c'est ce qui est décrit chez l'homme comme le développement d'un cœur d'athlète. C'est-à-dire qu'on a une augmentation du volume du cœur, de l'épaisseur des parois et du débit qui s'adapte avec à l'exercice demandé. Alors, bien sûr, ici, c'est en partie confondu avec l'âge, mais ce n'est pas lié à l'âge, c'est vraiment lié à l'entraînement, parce que si on prend des chevaux qui n'ont pas été entraînés, on va retrouver le même phénomène, des chevaux d'âge, on va retrouver le même phénomène. Voilà. Alors, ça va se manifester ensuite sur la fréquence cardiaque. Je suis sûre que vous avez déjà vu ce type de courbe où on enregistre la fréquence cardiaque du cheval en fonction de la vitesse. On va faire des paliers de vitesse et puis on va ensuite tracer une courbe entre les différentes fréquences cardiaques obtenues pour les paliers de vitesse avec un paramètre qui vient de l'athlète humain où on va considérer la vitesse obtenue pour une fréquence cardiaque de 200 battements par minute. Donc ce qu'on appelle la V200. Alors, ça a longtemps été utilisé chez le cheval, et en particulier chez le cheval de course, où ça marche très très bien, parce que chez un cheval de course, dépasser les 200 battements par minute, c'est relativement facile à grande vitesse. Chez les chevaux de sport, ça ne marche pas très très bien, ce qui fait que maintenant, on est arrivé à regarder plutôt la V180 et même la V160 sur les chevaux d'endurance. Et donc, vous retrouvez ici des mesures qui ont été faites sur nos chevaux de 4, 5 et 6 ans en endurance, où on a fait des tests d'effort
l'effort et où on a calculé la V160. Alors, on a mesuré la V160, plus exactement, on a mesuré la V180 et puis on a extrapolé la V200 parce qu'on n'y arrive quasiment jamais sur les chevaux d'endurance. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'âge, on a une augmentation de la V160, de la V180. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour une même fréquence cardiaque, eh bien, on va atteindre des vitesses qui sont plus élevées, ou on peut fonctionner à l'envers. Pour une même vitesse, on va avoir une fréquence cardiaque qui est plus basse. Et ça, c'est un indicateur qui est très intéressant dans l'entraînement, parce qu'on s'aperçoit qu'un cheval qu'on entraîne bien, eh bien, normalement, pour le même effort demandé, on va avoir une fréquence cardiaque qui est plus basse. Et ça, c'est très facile à mesurer dans le suivi de ces chevaux et dans le suivi de la performance. C'est très facile. Alors, on s'intéresse maintenant à la variabilité de la fréquence cardiaque. Je ne vais pas rentrer dans le détail, juste pour vous dire que la variabilité, ça explique le tonus entre l'ortho et le parasympathique, et elle diminue avec l'âge. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus régulier chez un cheval qui est entraîné que chez un cheval qui n'est pas entraîné. Les adaptations respiratoires, alors on les mesure en mesurant le volume d'oxygène qui est inspiré et le volume qui est expiré. Alors qu'est-ce qu'on voit? On s'aperçoit que la consommation en oxygène, elle augmente entre des chevaux qui ne sont pas entraînés et des chevaux qui sont entraînés, mais le volume d'air, lui, ne change pas. Alors en fait, tout ça, ça explique qu'il n'y a pas de modification de l'appareil respiratoire en tant que tel. C'est uniquement des modifications qui sont liées secondairement aux adaptations cardiaques. Donc si on regarde les adaptations cardio-respiratoires en bilan, on a surtout des adaptations cardiaques qui sont lentes, qui sont facilement mesurables, notamment la fréquence cardiaque, à l'échographie cardiaque. Les adaptations respiratoires, elles sont indirectes, elles sont secondaires aux adaptations cardiaques, et puis on va les retrouver aussi au niveau des mitochondries à l'intérieur du muscle. Je le vois arriver, je suis très en retard dans ma présentation. Voilà, donc ces adaptations cardiaques, elles sont très très utiles parce que si on prend ici une petite courbe où on a l'intensité du travail, alors vous pouvez mettre différentes unités ici, la durée du travail et l'accumulation de lactate. On considère que le seuil aérobie, c'est quand on a une lactatémie qui est à 2, le seuil anaérobie, donc on passe en métabolisme anaérobie, c'est à 4, eh bien, avec l'entraînement, eh bien, on va reculer le seuil anaérobie. Voilà. Donc, ce qui permet d'augmenter le temps et l'intensité de l'effort possible. En ce qui concerne les adaptations du système digestif, bien évidemment, on va changer l'alimentation quand on va passer d'un cheval qui fait rien à un cheval qui est travaillé, mais on s'aperçoit aussi qu'on a une augmentation de l'efficacité de la digestion. Là aussi, on a mis ça en évidence chez des chevaux d'endurance. On a montré qu'après 10 semaines d'entraînement, eh bien, il y avait une augmentation de la digestibilité, de la matière sèche, de la matière organique, de la cellulose brute. On est allé regarder au niveau du microbiote et on a comparé des chevaux de haut niveau à des chevaux de moins beau niveau, donc des chevaux qui étaient performants sur 160 km à des chevaux qui étaient sur 90 km, des chevaux qui avaient le même âge, qui étaient dans qui avaient le même type de régime alimentaire. Et on a montré que ce n'était pas la même flore qu'il y avait chez les chevaux de haut niveau et les chevaux de moins beau niveau. On a une augmentation de la diversité microbienne chez les chevaux de haut niveau et c'est associé à l'activité cardiaque. Alors, on ne sait pas encore trop comment, c'est rapporté aussi chez l'homme. C'est des études qui sont très récentes, là, c'est une étude qui n'est pas encore publiée. Je vais passer là-dessus. En ce qui concerne les adaptations métaboliques, je vous ai dit tout à l'heure, l'activité musculaire, elle provoque du mouvement, mais aussi beaucoup de chaleur qui doit être éliminée. Chez le cheval, elle est éliminée essentiellement sous forme de sueur. Cette sueur, elle fait que le cheval il va perdre de l'eau, il va perdre des électrolytes. Eh bien, on sait que l'entraînement, il va modifier ça. Il va faire que la sudation va apparaître plus rapidement, mais qu'elle va être moins concentrée. Le cheval, il va aussi apprendre à récupérer des électrolytes, à la fois dans son tube digestif, mais aussi au niveau des reins. Le rein va mieux fonctionner, ce qui fait que le cheval va garder des électrolytes et donc va pouvoir faire un exercice qui va être prolongé dans la durée, qui va être plus efficace. On va terminer avec les adaptations
sur le système nerveux. Alors, on a des adaptations au niveau du système nerveux périphérique. Donc ça, c'est ce que vous connaissez très bien, qui a été un petit peu développé dans la conférence précédente. Donc, avec des adaptations qui vont être spécifiques des mouvements entraînés. Il va y avoir une meilleure coordination musculaire, des réflexes qui vont être développés. On va avoir un recrutement des fibres musculaires qui va être plus cohérent. Donc, ce qui va faire qu'il va y avoir une meilleure appréhension du sol, ce qu'on appelle la proprioception. C'est ce qui va éviter qu'à la réception, par exemple, le cheval il se fasse une entorse. On va avoir une amélioration de l'efficacité des allures. Alors, c'est des adaptations qui sont très, très lentes. Il faut bien imaginer que le cheval, l'essentiel de sa locomotion, elle est complètement réflexe. Il n'y a pas de contrôle du système nerveux central sur l'essentiel de sa locomotion. Donc, quand on doit lui apprendre des gestes qui sont complexes, eh bien, il faut toute une reprogrammation du cheval. Et ça, c'est particulièrement important en dressage. C'est pour ça que l'entraînement d'un cheval de dressage, c'est si long. On se dit, mais pourquoi il met tant de temps à apprendre? Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est tout simplement qu'il faut une reprogrammation complète de ce qui existe, transformer ces réflexes. On sait très bien que le tissu nerveux, c'est le plus long à se remodeler. Ce n'est pas de l'os, ce n'est pas des tendons. Alors, on l'a mis en évidence sur nos chevaux d'endurance, toujours en comparant nos 4 ans et nos 5 ans. En main, tout simplement, là, on n'est pas sur un exercice complexe. On a des chevaux qui sont plus réguliers à 5 ans, plus symétriques qu'à 4 ans. Voilà. Tout cet entraînement, il va améliorer la cohésion avec le cavalier, mais il ne faut pas penser qu'il faut faire toujours le même geste, il ne faut pas toujours faire le geste auquel le cheval est destiné. Il faut utiliser des exercices variés, ce qui va entraîner les mêmes modifications neuronales et ce qui va être beaucoup plus protecteur que le geste répétitif. Enfin, il y a des adaptations psychologiques. Alors, je n'ai pas beaucoup développé parce que je pensais que ça serait développé par Constance. On ne s'était pas mis d'accord. Mais il faut qu'un cheval, ça s'habitue à sa vie de cheval de sport, qui s'habitue à vivre tout seul, qui s'habitue à travailler. L'activité physique, ça fait mal. Et bien, il y a une habituation aussi à une petite douleur chronique. Ça, c'est très bien connu chez le sportif humain et c'est probablement la même chose chez le cheval. Il faut qu'il s'habitue à son environnement qui devient complètement inhabituel, en particulier quand on le sort en compétition, il est sorti de chez lui, il faut qu'il soit habitué à voyager. Et donc ça aussi, c'est des choses qui sont très lentes à se mettre en place, et c'est l'intérêt des épreuves jeunes chevaux. Les épreuves jeunes chevaux, il ne faut pas les voir uniquement comme des qualifications et comme l'objectif de vente du cheval, c'est aussi une habituation à des circonstances qui sont différentes, et il faut que le cheval il apprenne à considérer que c'est normal et que ce n'est pas générateur de stress. Donc on en arrive à l'adaptation au stress avec un principe de surcompensation au niveau de l'organisme qui fait que le stress, c'est comme ce que je vous ai montré pour l'os tout à l'heure, eh bien on va avoir une augmentation du stress et puis quand on va diminuer la contrainte, eh bien l'organisme va se dire finalement c'était pas si pire que ça et il va mettre en place des mécanismes de compensation qui vont faire que la prochaine fois, il va mieux tolérer ce qu'on lui impose. Donc c'est ça qui va nous permettre petit à petit d'arriver à des performances qui sont de meilleur niveau. Et il faut considérer qu'il faut un certain niveau de fatigue, un certain niveau de stress pour mettre en place ces adaptations et développer les qualités physiques du cheval. Mais ça nécessite toujours de permettre aussi à l'organisme de se reposer. C'est-à-dire qu'on augmente l'activité et derrière, il faut se reposer pour pouvoir repartir dans de bonnes conditions. Voilà, j'en ai terminé avec un tout petit peu de retard. Donc l'entraînement du cheval, c'est bien sûr de la préparation et de l'entretien du sportif, parce que là je vous ai montré vraiment ce qui se passe au début, mais après on a la même chose, et puis ça va se remettre en place à chaque saison sportive après les phases de repos. Le but c'est d'améliorer les qualités physiques, psychologiques et techniques du cheval. Il y a un effet sur tous les systèmes sollicités, c'est pas uniquement les muscles, c'est pas uniquement le cœur, mais c'est vraiment l'ensemble de l'organisme. C'est lent, vous avez vu, c'est plusieurs mois au minimum et plusieurs années selon les systèmes. Ça doit être progressif et adapté à la pratique sportive si on ne veut pas avoir d'accident.
Bien sûr, tous les chevaux ne vont pas répondre de la même façon. En particulier, on a des différences raciales, on a des différences liées au sexe, il y a des différences qui sont liées à l'âge, à la discipline. Et c'est un équilibre qui est fragile. Je vous l'ai montré au niveau de l'os. Si on va trop loin, on risque des accidents. Donc, ça nécessite des phases de récupération entre chaque palier de progression. Et donc, ça nécessite beaucoup d'expérience, de tact de la part du cavalier ou de l'entraîneur et d'écoute du cheval pour que ce soit bien mené. Voilà. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions, soit maintenant, soit à la pause. Voilà. La thématique de la journée étant quand même le bien-être animal, je crois que si vous faites l'entraînement comme ça, le bien-être sera protégé autant que possible.